Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Bug de l'année, l'épisode 24, une émission un peu spéciale. Bug, c'est l'émission qui porte bien son nom. Donc pour cette première de l'année, ça a merdé. On a perdu Tony, soit un tiers de l'émission. Et parce qu'on n'avait pas envie de perdre une heure d'émission, on a rafistolé le truc. C'est sale, mais il y a de la matière. Donc pardonnez l'abomination qu'est cette émission. On dirait un peu le monstre de Frankenstein, mais en moins bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les parties de blanc où Tony est censé réagir. Je ne suis pas trop sûr de ce que ça va créer, mais ça va créer quelque chose d'intéressant. Donc voilà, sincèrement désolé pour le truc complètement dégueulasse. On promet que ça n'arrivera plus. Enfin, ça c'est ce qu'on dit, mais ça bug tout le temps. Donc voilà, enjoy l'émission. I wanna die on something. Please touch my dick, man. J'ai pas spécialement envie de dire bonjour, parce que pour ceux qui nous écoutent le soir, ils pourraient être offensés. Donc je ne dis pas non plus à toutes et à tous, de peur que des gens qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme nous écoutent. En bref, Bug édition 2018 devient safe, donc je dis juste salut pour ne choquer personne. Hey, salut à tous les auditeurs. Une bonne année à toi Seb, une bonne année à toi Alphonse, et surtout une bonne santé, parce que la santé ça reste quand même l'essentiel. On sait bien que le reste suivra de toute façon. De toute façon, on en profite de souhaiter la bonne année, puisqu'il nous reste quand même jusqu'à la fin du mois pour le souhaiter. Mieux vaut tard que jamais. Que tous vos projets se concrétisent, le bonheur à en dégueuler sur le plancher, et surtout, on espère moins de films de merde, mais ça, je pense que c'est pas trop gagné encore cette année. Parlant de santé, comment va ton bide ? Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai mangé quelque chose de contraire hier, et ça m'a donné un horrible mal de cul. Alan Chias Records, merci. Donc si tu disparais pendant l'émission, c'est que tu es sur le pot. Exactement. Alors, 2017, c'est un peu 2015 bis. Pas mal de films très intéressants sortent chez nous l'année suivante. Donc en 2015, il y avait The Hateful Eight, Steve Jobs, Hacksaw Ridge ou encore Creed. Tout ça, c'est 2016 pour nous. Et bien, 2017 compte donc le formidable Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Shape of Water de Guillermo del Toro, Molly's Game d'Aaron Sorkin, The Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, etc., etc. Des films dont on vous parlera probablement à un moment ou à un autre, genre pour vous dire que Three Billboards est une petite bombe, que la qualité d'écriture est dingue au point qu'il n'y a aucun personnage qui soit unidimensionnel, tous sont parfaitement écrits et interprétés par des gens tout aussi géniaux que l'écriture, le tout au service d'un scénar très cohénien dans ce qu'ils ont fait de mieux. Mais non, je vais pas en parler. À la place, Tony dit un truc. Parce que on a eu les Golden Globes qui sont arrivés. Généralement, quand on dit que c'est une bonne cérémonie, quand les films qui ont gagné, on est content. Three Billboards qui était le grand vainqueur, c'est complètement mérité. Donc non, à la place, je vais revenir sur le 2017 qu'on a connu. Et dans mon petit top 10, qui n'est pas un top 10 mais plutôt une liste de films que j'ai aimé et que je recommande chaudement, il y a le dernier Planète des Singes, Coco, Star Wars, Logan ou encore Okja, mais tout ça on en a parlé dans l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dont je voudrais toucher deux mots vite fait. 4 bons, 4 pas bons et si vous êtes sage, un bonus. Donc, très vite, on va revenir sur un film dont j'avais parlé en fait, c'est Dunkerque de Christopher Nolan, parce que je l'ai revu, et alors que l'expérience cinéma est souvent mieux que celle chez soi, là c'est l'inverse. Le film reste un des Christopher Nolan que j'aime le moins, mais ce coup-ci j'ai été vraiment happé par l'histoire, au point même d'avoir trouvé ci et là des séquences anxiogènes, alors qu'au cinéma j'avais complètement décroché au bout de genre 15 minutes. Le film est assez unique dans la filmo du mec parce que c'est plus une expérience sensorielle qu'autre chose. C'est peut-être ce qui m'avait gêné la première fois. Une fois qu'on sait à quoi s'attendre, ça passe mieux, reste des problèmes de temporalité. Quand on me dit qu'une histoire se déroule sur une semaine alors que j'ai l'impression que c'est juste 3 jours et encore, ça coince, mais ça c'est chipoté. Donc voilà, pour moi c'est pas un grand Nolan, mais ça reste plus qu'intéressant. Donc ensuite on a A Monster Calls de Juan Antonio Bayona. D'un point de vue purement technique, le film tutoie la perfection. Le mec il sait filmer et il le prouve à chaque plan. Et puis le monstre du titre est époustouflant, autant dans son design visuel que sonore. Chaque mouvement est pensé et c'est extraordinaire. Que le monstre, qui est un géant, soit à l'extérieur ou en espace clos, le forçant à être presque écrasé dans le cadre, c'est magnifique. Après, j'ai plus été happé par le roman que le film. Alors que le film a eu la bonne idée de virer un personnage secondaire naze qui gâche un peu le bouquin, c'est du domaine du détail, mais quand même, c'est l'ancienne meilleure amie de Connor, le héros de l'histoire, et elle le fait passer pour un gros connard odieux, ce qui jure complètement avec ce qu'est supposé être le personnage.
Mais donc, en gros, dans l'histoire, comme la mère de Connor est en train de mourir du cancer, comme et elle c'est sa meilleure amie, il le lui dit et elle le répète et du coup tout le monde le sait et il lui en veut à mort et il agit vraiment comme un petit fils de pute avec elle, ce qui est très étrange. Mais les thématiques du film et leur traitement balayent les quelques réserves que je peux avoir, donc je continue de considérer que l'Orphelinat est le meilleur film de Bayona, mais le gars a du talent et ça c'est indéniable. Mais je crois que Bastien a vu Monster Calls. Et d'ailleurs, Ouais, je l'ai vu. Ferrar, il l'a aimé, je crois. Alors que j'avais pas aimé The Impossible, justement. Et je suis un peu d'accord avec Alphonse sur The Impossible, sur le fait que c'était extrêmement lacrymal, que c'est le film qui peut plaire à maman. Mais là, Monster Call, pour le coup, j'avais été touché par l'histoire. Déjà parce que c'est des thèmes qui m'intéressent, avec forcément la fin de l'innocence. Et du monde du passage à l'âge adulte. Après, la réserve que j'avais sur Monster Call, c'est le côté un peu répétitif du film et tu comprends un petit peu le déroulement de l'histoire, où ils veulent aller. Et ça gâche un peu le plaisir au niveau de la narration, je trouve. Parce que donc, le monstre expose très vite qu'il va raconter 3 histoires, si mes souvenirs sont bons, et donc tu sais que tu vas te taper 3 histoires. Oui, après Connor devrait raconter la quatrième histoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais la première fois que j'avais vu le film au cinéma, j'avais eu l'impression que c'était en gros un peu un tout ça pour ça. C'est-à-dire que je t'avais trouvé les 20 dernières minutes absolument époustouflantes, mais avant ça, c'est vrai que c'est plus une succession de petites scènes qui vont t'amener au retour du monstre qui va raconter son histoire, et puis etc. On reprend le quotidien, on a l'histoire, le monstre qui revient, etc. Mais enfin, le tout est fait est tellement bien emballé que ça m'avait pas plus gêné que ça, et je trouve que le film passe mieux à la seconde, troisième et même quatrième vision, pour tout vous dire. Tony dit un truc. Oui, je sais. Mais j'ai vu aussi Logan 4 fois l'année dernière. Donc, mais voilà, je trouve qu'il passe mieux par la suite, mais c'est vrai que le bouquin, c'est la première fois que ça m'arrivait, mais sur je vais dire, les 40 dernières pages, c'est très très compliqué de lire un livre quand tu chiales. Et c'est la première fois que ça m'arrive sur un bouquin, donc c'est assez fou. Alors que le film, on te dit ouais, ça fait pleurer, ce qui pour moi n'est pas un argument. Il me fout les larmes aux yeux à la fin, mais il me fait pas plus chialer que ça, alors que le bouquin il m'a complètement détruit. Donc, on quitte les sentiments. Brawl in Cell Block 99 de S. Craig Zahler. Yeah. Le papa de Bone Tomahawk a encore frappé. Je le trouve moins bien que son précédent opus, et il a d'ailleurs les mêmes défauts, à savoir sa lenteur et sa durée, et les deux combinés forcément. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est efficace. Et puis après Hacksaw Ridge, c'est la deuxième fois que Vince Vaughn est impérial. Et savoir qu'il sera face à Mel Gibson dans le prochain film de Zahler, ça me fait saliver d'avance. Pour revenir sur Brawl, son plus gros problème tient dans sa deuxième heure. C'est exagérément outrancier et j'ai l'impression que ça tourne un peu à vide. Le titre Brawl, qui signifie bagarre, n'est pas mensonger, parce que c'est à peu près ça pendant tout le film. Mais son ultra-violence vient un peu équilibrer le truc. Tout est exagéré dans le film. Donc semi-déception, mais pas tant que ça en fait. C'est très bizarre, mais moi je me comprends. Et vu que je vis avec moi-même et pas avec vous, tout va bien. Bastien, un mot ? Excellent film. Moi, je suis fan de ce réalisateur, du coup. Ouais, Comme tu dis, bel Bone avenir, je Tomahawk. pense, quand même, de ce mec-là. Pour moi, c'est un des réalisateurs les plus prometteurs. Avec, tout à l'heure, on parlera de David Lowery, réalisateur de Ghost Story. Mais moi, je trouve que justement, la lenteur de ses films, c'est peut-être ce qui en fait la différence, puisqu'à chaque fois, il prend quand même des canevas assez classiques. Là, le film de prison, c'est le truc qu'on a vu un petit peu 150 000 fois. Et justement, il arrive à apporter dans sa lenteur un style et une humanité à ses personnages qui le différencie des autres films. Et en fait, pour pitcher un peu le film bizarrement, en fait, imaginez Bronson de Nicolas Winding Refn En bien. et vous le fusionnez avec un Steven Seagal. Et ça vous donne ce film. Voilà. Parce que justement, c'est un réalisateur qui pourrait être extrêmement péteux en fait, dans sa lenteur et dans certaines pauses qu'il pourrait faire. Et en fait, comme il a un côté extrêmement bis, c'est ça qui est excellent. Ce mélange entre les deux, je trouve que le dernier plan du film est pour le coup totalement... c'est totalement parlant, voilà, c'est ça. Quoi. Voilà, la On violence. sent que le mec a une passion pour le cinéma d'horreur et bis. Tony dit un truc. Ouais. Normalement, ouais. Mais la violence dans le film, elle est assez jouissive, mais en même temps, tu te la prends dans la gueule, donc c'est pas la première fois que ça arrive, tu prends pas, tu sais, c'est pas genre oh yeah, tu vois, tu te le prends dans la gueule et c'est vraiment barbare. Après, au bout d'un moment, forcément, tu prends presque du plaisir parce que tu t'y habitues, mais ça reste quand même un truc quand tu le montres comme ça, la scène à froid à quelqu'un, c'est pas une scène d'action qui te fait marrer, quoi. Et je trouve ça assez hallucinant, quoi.
Mais c'était Et déjà... Pardon, oui. Et Vince Vogue est énorme dans le film, Ouais. alors que je suis pas fan de l'acteur à la base, mais là pour le coup je l'ai trouvé très bon. Non, non, c'est lent globalement, mais la deuxième partie est vraiment, ça s'appelle bagarre dans le cell block et c'est vraiment ça quoi. C'est une grosse bagarre qui est entrecoupée par des petits moments. Enfin, tout est outrancier en fait. La prison, la cellule dans laquelle il est, la violence, tout est tout outrancier. Donc je trouve que du coup ça crée quelque chose. Il crée vraiment son propre univers dans le film et par moment tu peux trouver que ça tourne un peu à vide, je trouve personnellement. Quatrième film positif, donc le dernier Baby Driver de l'ami Edgar Wright. On en parlera peut-être un jour plus longuement, tous ensemble, pour parler du réalisateur en somme. Donc c'est un chouette exercice de style qui peine un peu à exister dès qu'il arrête la musique. En termes de mise en scène, de poursuite de bagnole, tout ça, bah, c'est vraiment dingue. Mais ce que raconte le film, sa romance en tête, bah ça l'est moins. Donc c'est bien, c'est tout à fait recommandable, mais... Par exemple, le vrai nom de Baby, c'est Miles, parce que voiture, tout ça. C'est malheureusement un peu le niveau du film. Mais c'est superbement emballé, donc ça fait passer la pilule. Sauf celle du nom, là, c'est vraiment naze. Je sais pas, Sébastien, t'as déjà eu le temps de voir Baby Driver? Oui, je l'ai vu, bah, je suis assez d'accord avec toi, je trouve le film extrêmement fun, mais sans plus, quoi. Après, c'est au niveau du scénar, je trouve que le film n'est pas d'une originalité extrêmement folle, et du coup, ça pousse pas le film plus loin que ça, mais après, il est extrêmement, effectivement, efficace. Ouais, pour moi, c'est le plus faible de Wright, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on sera d'accord. Je- Maintenant, on va passer du côté négatif, le côté obscur de la force. Je vais pas vous... Ouais, je vais pas vous faire un flop 10, parce que soyons réalistes, ces trucs-là, c'est généralement de la merde. Jamais j'ai vu un seul film qui méritait vraiment d'y figurer, parce qu'il y a toujours pire à côté. En fait, chacun a sa règle. Les gens parlent de déception, par exemple, sauf que déception ne signifie pas mauvais film, putain de merde, de crétin de merde. D'ailleurs, même le dernier Transformers, qui est une merde insondable, ne mérite pas d'y être tellement il y a pire. Je le sais, parce que j'en vois. Mais non, les gens sont cons. Donc, je vais juste vous parler de films que j'attendais ou pas, et que j'ai pas aimé. Et on commence... Tony, dis un truc. Ah non, c'est pas possible, tu dois savoir qu'il y a pire à côté, quoi, c'est pas possible. Bah c'est obligé, quoi, je veux dire, je pourrais même pas te citer les titres parce que c'est des trucs que j'oublie immédiatement, mais c'est abominable, t'imagines même pas le genre de trucs que je regarde parfois, parce que je me dis, ah, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas pourquoi je le télécharge, et puis je regarde et je me dis, au bout de 5 minutes, mais pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi? Je savais que ça allait Mais être pas bien. le plus scandaleux dans l'histoire, c'est les films qui sont tout moisis et que t'aimes bien quand même. Tony, dis un truc. Bah, je sais pas, les Marvel, films de super-héros. Attends, on va parler de Ghost Story, mec. Tu l'as senti le petit tacle à la chaperon là? Ouais, petit PD, va. Je suis très sincèrement désolé d'avoir offensé nos auditeurs homosexuels par cette blague. On essaie d'être safe, c'est pas toujours évident. Bon, je vais commencer par ça, ou Hit en VO. Allez. C'est bien shooté, il y a une belle photo, donc c'est cool. Puis, c'était pas difficile de faire mieux que le téléfilm tout pourri des années 90. Mais, Tony, dis un truc. Non, c'est de la merde, arrêtez un peu, c'est de la merde, quoi. Tout est à chier. Tout est à chier. Mais c'est aussi beaucoup trop long, ce qui fait super peur quand tu sais qu'il y a une version longue qui a été annoncée. En bref, bah y a beau avoir un vrai travail, une vraie envie de cinéma, ça reste quand même pas mal chiant comme film. Tous les gamins sont assez insupportables, mention spéciale à la brute, dont j'ai oublié le nom. Le gamin qui martyrise les autres gamins. Dans la catégorie overacting, je crois que son but était d'enculer à sec tout le monde pour redéfinir le terme. Très belle performance, et parlant d'overacting, le fameux Pennywise est, de mon humble avis, assez ridicule. Sarsgaard en fait beaucoup trop, à tous les niveaux. Bref, ça m'a gonflé. Et Bastien, je sais que tu l'as vu, et vu que c'est de la merde, t'as peut-être aimé. Moi, je suis fan du téléfilm, même si Très oui, mauvais je goût. comprends totalement ton avis. Hein. Le téléfilm a extrêmement mal vieilli, et du coup, t'as pas eu le même regard qu'on a pu l'avoir en le voyant étant gosse, je pense. Mais du coup, ouais, cette version, moi, c'était l'ennui total en le regardant. J'ai eu l'impression de voir le truc totalement pensé, fabriqué pour une certaine partie du public. Et puis le film ne fait pas peur, donc c'est un petit peu dommage quand on est censé faire un film d'horreur comme ça. Donc, on va passer sur Blade Runner 2049. Je Ah, ne porte pas Denis Villeneuve dans mon cœur. Outre le fait que c'est un petit connard condescendant qui se branle en se matant le nombril, je pense que le mec a quand même un peu de talent, mais je pense aussi qu'il le sait et que ça joue contre lui. Prisoners est son meilleur film malgré une longueur exagérée. Ça rend la deuxième partie du film assez pénible malgré un Hugh Jackman extraordinaire. Après, on a son film qui redéfinit la science-fiction.
à peine un an après que Chris Nolan ait fait de même avec Interstellar. Heureusement que les critiques sont là pour nous aider à relever un peu le niveau par rapport au public. Mais voilà, toujours le même souci. Mec qui a du talent, qui peine à raconter un truc intéressant. Premier Contact ou Arrival en VO, c'est quand même un beau moment de tout ça pour ça. Un film qui ne pisse pas très loin en somme. Mais bon, il redéfinit la SF, donc je dois être con. Et donc voilà sa suite de Blade Runner, qui a fait un joli bid au box-office, et Villeneuve, il comprend pas pourquoi. Alors s'il nous écoute, je peux t'aider mon con. Quand tu veux rien montrer de ton film et que tu fais du coup une promo de merde, ça arrive, c'est normal. Jared Leto était invité de Conan O'Brien et il balance un extrait du film pour le promouvoir comme ça se fait tout le temps dans les late night. Quand on revient en plateau, ils sont tous morts de rire et Conan décide d'expliquer pourquoi il rit. L'extrait montrait Jared Leto qui marchait dans un couloir et c'est tout. Et Leto disait à Conan, je comprends pas pourquoi il montre cet extrait, il ne se passe rien. Toute la promo était comme ça, des gens qui marchent, qui regardent des trucs et rien d'autre. Donc forcément ça pendant 2h43 tu penses bien que ça donne pas envie. Donc pour revenir sur Blade Runner 2049, j'y ai cru. Le début du film pendant un bon quart d'heure, ça fonctionne. Puis le mec profite d'avoir pour la énième fois Roger Deakins à la photo. Et puis ça se regarde filmer. Et c'est long, et c'est lent, et c'est chiant. Alors ouais, par moments c'est beau, mais niveau rien à foutre, ça se pose là. Alors je me dis que ça va relever le niveau quand Papy Ford va ramener sa fraise. Et l'espace d'un instant, j'y crois pas. Parce que ça continue de faire du blabla dans le vide, le genre de truc écrit pour faire un télo du dimanche et philosophe type élève de BHL. J'ai attendu 1h40 pour ça, pour que Ford débarque. Et maintenant, je devais encore me taper 1 heure. Putain. Le 2049 du titre, c'est pour indiquer le nombre d'heures que tu auras l'impression de passer devant le film. Parce que je me moquais de la promo, mais au final, elle était assez réaliste sur ce qu'est le film. Et après m'avoir émoustillé, si j'ose dire, dans The Nice Guys et La La Land, Ryan Gosling reprend la pose en jouant les mystères mystérieux du pauvre. Bref, c'était pénible. Tony, dis un truc. D'ailleurs, elle aurait jamais dû commencer, parce que comme je le dis toujours, citez-moi un bon film avec Harrison Ford. Star Wars, on va te faire enculer. Indiana Jones. Bon, je passe à mon troisième. Vite fait, John Wick 2 et Atomic Blonde. Boum, 2 films d'un coup d'un seul, je triche mais j'en ai rien à foutre. Bref, j'en vais parler du renouveau du cinéma d'action. Et ça fait putain de peur. John Wick a 2 scènes excellentes. La première étant une course-poursuite en bagnole où tu sens que que le film est fait par un cascadeur qui veut montrer des trucs qu'on n'a jamais vus et c'est vraiment réussi. Mais la deuxième, c'est... Quoi ? Je crois qu'il est en train de crever. C'est pas le 17 ici. Je ne sais même pas c'est quel numéro. Bref, le reste du temps c'est du pan avec des gunfights peu inspirés et pas bien palpitantes alliées à de la parlotte à la con. C'est aussi con que le pitch de départ, pas plus malin que celui du précédent, à savoir on a tué son chien, John Wick est pas content. Bref, c'est cool de retrouver Keanu Reeves sur le devant de la scène, mais ce serait bien que ce soit pour un truc potable et pas complètement surestimé. Parce que moi, perso, j'appelle ça du caca. Puis il y a Atomic Blonde. Donc, la version féminine de John Wick avec Charlize Theron qui après Mad Max veut faire de l'action, et ça veut dire ça. Donc Atomic Blonde et Fast and Furious 7. Je pense que Charlize n'a pas bien compris Mad Max, mais passons. Bref, c'est de la merde, hein. Ça cause tout le temps, les séquences d'action sont illisibles, et même si elles l'étaient, c'est pas foufou, ça joue mal, ça raconte de la merde, mais comme c'est pseudo-féministe, alors forcément on porte ça au nu, et on est content. C'est de la merde quoi. Il y a de la bonne musique quand même, je crois, de mémoire. Ouais, bof. Ouais, voilà. Mon dernier film, on va parler de cinéma français. Si on doit parler de mauvais film, on doit parler de cinéma français. Donc parlons de Grave, de Julia Ducournau. Sur le papier, ça a l'air cool, hein, c'est un film de cannibalisme. Mais faut pas oublier que c'est un film de genre français. Donc forcément, ça pouvait pas pisser bien loin. Et en fait, c'est un pseudo-film de genre. Le truc cache ce qu'ils appellent cinéma d'auteur. Donc ça se la branle bien comme il faut, ça te montre 2 ou 3 trucs un peu trashouilles et c'est tout. Le reste du temps, ça joue super mal. Ça se prend super au sérieux en pensant délivrer un message grandiose tout en étant parfaitement chiant. Ça s'appelle Grave et beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs films de l'année. Voilà. Le public qui trouve que John Wick redéfinit le cinéma d'action, c'est quasiment le même. Hein. Donc bon. Tout ce que j'avais à dire. Tony, dis un truc. Non, j'aime pas. Moi j'aime les films de genre et j'ai pas aimé le film non plus. Hein. C'est de la merde. C'est mieux Super Grave.
Et vous savez qui fait de la figuration dans le film? Hmm. Non, oh ce serait bien, parce que c'est tellement de la merde. Non, il y a la fille qui joue la fille du héros de la trêve. Ouh. Donc tu vois, tout est lié. Et ben voilà, j'ai fini mon Je petit crois que. Je crois qu'elle fait, elle était dans le même lycée dans lequel ils ont tourné le film en fait, puisque je pense que c'est un film de cinéma audiovisuel qui est sorti au cinéma au final. C'est peut-être pour ça. Tony, dis un truc. Il a pris des risques, hein, le Seb. Ouais, je suis un petit foufou, moi. 2018, je deviens safe, féministe, militant et en même temps, je suis un fou, moi je prends des risques, maintenant je dénonce, attention. Vous savez ce que je n'aime pas dans la vie? Les racistes. Ouais, c'est vilain la guerre. Eh oui, je suis quand même là parmi vous. Vous vous demandiez où j'étais, hein, les petits gars, les gourgandins, les gourgandines. Eh ben, je suis là et je me permets de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2018. On va essayer de maintenir le cap avec les deux compères, là, toujours au taquet, les deux. Et donc, du coup, oui, vous nous retrouvez aujourd'hui sous un format un petit peu particulier, enfin, surtout pour ma part, parce que alors je vais vous la faire très courte sur les raisons de ce petit changement. Hier soir, nous étions en train d'enregistrer l'émission et il y a eu ce qu'on appelle une coupure de courant provenant de chez moi. Donc, plus de source sonore de mon côté et du coup, je refais cette partie tout seul. Donc, un petit peu de mon rêve. Vous n'aurez aucune réplique de Seb ou de Bastien pendant ce petit passage. Donc, j'ai l'antenne entièrement à moi, c'est plutôt sympa. Donc je vais essayer d'être bon quand même, hein. Je vais vous parler de Ghost Story de David Lowery. Donc je sais que a priori, vu ce qu'on en a dit hier, Seb et Bastien en toucheront encore 2 mots après mon petit passage, mais je vais leur couper le sifflet avec mon texte, vous allez voir, ils n'auront absolument rien à dire et ils vont se taire durant toute mon intervention. Donc autant vous prévenir tout de suite pour A Ghost Story. C'est un de ces films dont il vaut mieux être vierge de toute information avant le visionnage. Dans le film, il y a un personnage interprété par Casey Affleck, donc Bastien fait une très bonne imitation de Casey Affleck, vous l'avez peut-être déjà entendu à un autre moment dans l'émission, je ne sais plus temporellement, je suis un peu perdu, je vous le concède. Donc il le fait très bien, hein, au pire, écoutez avant ou après, je ne sais plus. Donc voilà, le personnage de Casey Affleck est un compositeur et donc à un moment il interprète une chanson pour s'adouciner. Et pour moi, la chanson interprétée est à l'image du film. C'est un... Alors, je vais essayer d'être assez clair, c'était pas facile hier soir, donc du coup ça m'arrange de le refaire. Donc il y a une mélodie très simple au piano par notre ami Casey Affleck. Et donc avec une petite voix fluette, délicate, qui donne l'impression de pouvoir se casser à tout moment. Et le morceau décolle au fur et à mesure donc de sa progression. Il y a des petits effets sur la voix qui arrivent par-ci par-là, et ça dégage une émotion sincère au final. Il y a une sorte d'envolée lyrique aussi à un certain moment du morceau. Et le film, comme ce morceau, reste longtemps en tête, je trouve, après la fin du générique. Enfin, personnellement, c'est mon ressenti. Donc voilà, il y a vraiment un parallèle à faire entre la musique du film, enfin cette chanson qui intervient dans le film, et le film en lui-même. Je trouve que ce sont deux choses très 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 semblables. Donc voilà, donc A Ghost Story, c'est une œuvre fragile, comme je viens de vous le dire. Ça commence avec une narration plutôt classique, avec un couple, on suit un couple dans une maison, voilà, un truc très très bateau. Et ensuite, le film va dévier vers quelque chose de très différent, et va emmener ceux qui l'acceptent vers d'autres horizons. Alors, on peut rester à la porte, et ça je le conçois tout à fait, c'est ce que j'explique après, que le film n'est clairement pas pour tous les types de spectateurs. Ceux qui recherchent une expérience de cinéma et qui n'ont pas peur de se faire un peu bouger dans leurs habitudes, ils vont y trouver leur compte. Ceux qui sont pas réceptifs à ce genre de cinéma un peu sensitif, clairement lâchez l'affaire. Donc voilà, il y a très peu de dialogue, il y a une scène centrale où il y a un personnage campé par le génial Will Oldham, qu'on connaît aussi sous le nom de Bonnie Prince Billy pour nos amis folkeux, où il doit avoir un monologue d'une durée d'à peu près 3 minutes, ou donc là 3-4 minutes, où donc là par contre il y a une vraie logorée verbale qui arrive. Il y a des plans séquences avec une fameuse scène qui lui vaut déjà un point commun avec American Pie, pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle, mais ce qui pourrait s'apparenter à de la pause indé, Sundance Festival et compagnie, ce n'est pas vraiment le cas ici, je trouve. C'est tous ces choix de mise en scène, parce que oui, ce sont des choix de mise en scène, ils servent le propos du film.
Rarement un film, je trouve, ou un film récent de mémoire proche, aura aussi bien dépeint le sentiment de solitude, de mélancolie et de spleen. Et il y a une économie de moyens admirable, je trouve, qui sert ce propos. On peut reprocher ce qu'on veut au film, hein, je le conçois tout à fait, donc c'est ce que j'expliquais, on peut rester complètement froid vis-à-vis de ce qui est proposé, mais juste voilà, pour moi, il est indéniable que ça propose du cinéma dans le sens noble du terme, que les choix de mise en scène, que les images qui sont parfois terrassantes de beauté, il y a vraiment un très beau travail sur la photo, que il y a aussi un sound design qui est assez exceptionnel. Alors je fais une petite anecdote personnelle où j'ai regardé le film au casque, ce qui m'arrive rarement, et il y a une séquence au tout début du film où donc ça se passe à l'époque ça se passe au moment où il y a Casey Affleck et Rooney Mara. Et il y a un plan extérieur de leur maison et on entend au loin des bruits de trains anciens, de wagons, de chemins de fer et compagnie du début du siècle. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ceux qui ont vu le film aussi, ça va vous parler. Vous voyez que tout ceci, ça aura son importance au fur et à mesure du récit et du film. Et c'est des éléments qui sont finalement assez rares, je trouve, dans le cinéma en 2017. Pour ma part, je rajouterais que sans l'avoir arrivé, l'émotion m'accueillit. Il y a eu un beau moment d'émotion vers la fin du film. Et que A Ghost Story est certainement le film de fantôme le plus réussi depuis Casper de Brad Silberling en 1995, si ma mémoire est bonne. Mais là, je raconte n'importe quoi, vous me connaissez, je ne peux pas être sérieux plus de 5 minutes et c'est bien là le problème. Donc voilà, moi je suis complètement tombé plus sous le charme de ce film, qui est vraiment une petite chose très 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 rare. Comme Bastien le dira après moi, une fois qu'on a vu le film, bizarrement, on a assez rapidement envie de le revoir. Alors sauf pour ceux qui sont pas réceptifs. Mais c'est une chose quand même suffisamment rare de nos jours. Je pense qu'il faut le préciser pour nous. Et donc David Lowery, j'ai oublié de vous le préciser, mais Seb le dira aussi après. Il avait fait pour film précédent le remake de Peter et Elliot le Dragon, un film cher à notre enfance pour ceux qui sont nés dans les années 80 et qui ont un petit peu de culture. Donc voilà, j'espère que ma petite chronique vous donne envie de voir ce film. Franchement, ça vaut le détour. Des films comme ça, vous n'en verrez pas si souvent. Alors, à tort ou à raison, c'est pas la question. Si vous avez envie de voir quelque chose d'original, franchement, allez-y. Et là, je laisse la place à Seb. Et Seb, c'est à toi. Attention, tu peux parler maintenant, mais après ce petit extrait sonore, s'il te plaît. Alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Moi je vais y aller avant que Bastien n'intervienne. T'as fini? Ouais, vas-y. Ouais, donc David Lowery, il avait fait un film avant que j'avais déjà vu qui s'appelle Ain't Them Bodies Sense, pas facile à dire, qui était déjà avec Casey Affleck et Rooney Mara d'ailleurs. Et si c'était juste pour ce film-là, j'aurais pas vu A Ghost Story. Sauf que entre les deux, le mec a fait ce qui ressemblait être un film de commande pour Disney, qui est en train de remaker tous ses films en live, tous ses films d'animation en live. À savoir qu'il a fait Peter et Elliot le Dragon, donc, mais je dis ressemble à un film de commande parce qu'en fait, il a coécrit le scénario. Et bien que le film soit pas exceptionnel, je l'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il a annoncé sur Peter Pan, le remake. Donc, je sais pas si là encore il va l'écrire, mais probablement. Donc, puisque j'ai aimé ce film, ça m'a encouragé à voir Ghost Story parce que j'étais intrigué. Et puis, honnêtement, j'ai vu trop de mauvais films pour le considérer comme tel. Parce qu'au moins ici, comme tu disais, le gars il tente quelque chose, c'est une proposition. Mais voilà. Si c'est ça que t'as envie de me proposer, mec, reste chez toi, quoi, putain. Parce que j'en ai strictement rien à foutre de voir Rooney Mara manger une putain de tarte pendant 5 minutes, quoi. Et je plaisante même pas, hein. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, à partir du coup de la tarte qui intervient au bout de 30 minutes de film, j'ai regardé le truc en avance rapide. Comme il y a peu de dialogue, c'était facile à suivre. Parce qu'il n'y avait aucune distorsion dans les textes. Et franchement, ça aide beaucoup. Parce que 1h30 devient une grosse cinquantaine de minutes. C'est toujours pénible.
mais quand même beaucoup moins. Donc, pour moi, c'est d'une grande incompréhension ce genre de film. C'est un peu comme Patterson, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur le film il y a quelques mois. D'ailleurs, personne ne m'a jamais expliqué ce qu'il pouvait bien aimer dans le film. J'avais fait cette demande parce que je voulais comprendre pourquoi vous aimiez un film comme Patterson. Personne ne m'a expliqué. Donc, A Ghost Story, c'est moins pénible que Patterson, mais c'est aussi, je trouve, beaucoup plus prétentieux. Donc voilà, si vous aimez vous ennuyer, mais passer pour un bon cinéphile qui aime les expériences, à dire avec les air quotes, c'est bien, ça devrait vous ravir. Sinon, voyez plutôt son remake de Peter Elliot le Dragon. C'est vraiment pas extraordinaire, mais c'est déjà beaucoup plus facile de croire en la sincérité de ce genre de film que des trucs comme A Ghost Story, parce que moi, personnellement, tout ce que je vois, c'est des mecs qui se la branlent à mort. Et c'est tout, quoi. Franchement, je comprends pas l'intérêt du film. C'est parce que tu dis qu'il faut pas trop en dire, mais moi, voir un mec avec un drap sur la tête pendant 1 heure, moi j'en ai rien à branler, quoi. Donc en avance rapide ou en temps normal, je me serais fait chier quand même. Hein. Ouais, mais ça, c'est le spectateur Marvel qui parle, tu vois. Je vous laisse entre spectateurs prétentieux. J'y vais. Moi, je voulais pas parler du film parce que je trouve que ça sert pas à grand chose au final d'en parler. Non, parce que je pense que Seb, tu as raison dans le fond, parce qu'on ne peut pas te faire changer d'avis. Effectivement, c'est un film tellement clivant qu'on ne peut pas pousser quelqu'un à aimer ce film-là. Clivant est le mot de l'émission, je crois. Et même moi, avant de le commencer, je me suis dit, bizarrement, comme toi, je pensais que ça allait me faire comme toi, en fait, que le film n'allait pas être fait pour moi. Comme Peter Elliott, je m'étais dit, pourquoi ils ont fait un remake? Et au final, comme toi, j'avais trouvé que le remake de Peter Elliott était très intéressant. Et là, en fait, j'ai été encore cueilli par la proposition de David Lowery, puisque, pour le coup, moi, c'est carrément mon film de l'année 2017. Parce que, chose très rare, c'est quand même exceptionnel. J'ai regardé 2 fois le même film en 4 jours, je crois. Donc, c'est chose que je ne fais jamais. Parce que tu n'avais pas compris. Parce que donc, lors de ma première vision, effectivement, jusqu'au passage de la tarte, j'ai failli piquer du nez pendant le film. Parce que donc, on a tous bien compris quand on a vu le film que c'était quand même découpé en 2 morceaux, surtout. Et donc, après cette séquence après la séquence de la tarte, le fameux test, c'est la test scène. Là, par contre, le film, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas que ce que je pensais. Ça m'a mené ailleurs. Et après, j'étais embarqué par le truc. Et à la fin, j'étais carrément retourné par tout ce que j'avais vu. Et je me suis dit, en fait, j'aurais dû mieux me préparer à ce que j'ai vu avant. Et je me suis dit, même ce que j'ai vu avant, en fait, avait une logique dans ce qu'on m'a proposé. Tout est utile dans le film. C'est quand même extrêmement bien construit, surtout maintenant que je l'ai vu une 2e fois, je m'en suis rendu compte. Il a réduit son film carrément à l'os, parce que ça a duré 1h30 à tout casser. Et donc justement, même la scène de la tarte, elle a une utilité, Seb, d'attente. Elle n'est pas là que pour te faire chier. En plus, ça devrait te parler pour quiconque a connu ou connaît la solitude. C'est un truc que tu ressens très rarement au cinéma. Mais et justement, j'ai pas besoin de le voir, quoi. Enfin, ou alors tu me le montres différemment. Tu me le montres pas sur une putain de scène de 5 minutes où une meuf mange une tarte sur 2 plans, quoi. Ça me tue, ce genre de truc. Si tu veux, on va revenir sur A Monster Calls et je vais un peu spoiler un bout du film. C'est que si tu veux, ça fait vraiment genre truc un peu misérable, quoi. Où t'as le gamin qui, sa mère est en train de crever, il se fait martyriser par ses camarades de classe. Il va aller vivre chez sa grand-mère, il est sa grand-mère. Mais en fait, tout ça, il l'accepte parce que c'est pas parce que genre, oh regardez comment il souffre. En fait, il veut juste être puni. Maintenant, je vous laisse voir le film pour comprendre pourquoi il veut être puni, mais c'est ça, et tu peux le montrer des choses de manière plus subtile, quoi. T'es pas obligé de me faire un plan de 5 minutes sur une meuf qui mange une putain de tarte, quoi. Ouais, mais t'as souffert justement en le regardant, et tu devrais ressentir la même souffrance que le personnage. Non, parce que justement, le truc, c'est que avec Monster Calls, tu comprends petit à petit où ça veut en venir, tout ça. C'est comme le simple fait que tu as une succession à un moment de plans où Connor franchit des portes. Ça a une symbolique, alors que juste montrer une meuf qui est toute seule et qui fait rien pendant 5 minutes, moi ça me tue, quoi. J'ai l'impression que, après, chacun a un peu sa, entre guillemets, conception du cinéma, mais pour moi, il faut raconter les choses de manière cinématographique. Là, il me fait juste un truc que je peux filmer dans ma cuisine moi-même, quoi. Et en plus, c'est totalement ce film, on l'a beaucoup comparé au cinéma de Terrence Malick, mais justement, en le voyant, je me suis dit, c'est ce que Malick n'arrive plus du tout à faire ressentir de l'émotion dans son cinéma. Et justement, il n'arrive pas à refaire ce que l'on est en train de voir dans ce film-là.
qui justement dégueule de sentiments de partout. Et après le problème... Je déteste Terrence Malick. Je déteste Terrence Malick. Le problème, Seb, je pense, c'est que tu n'acceptes même plus la différence, en fait. Moi, je suis raciste. Bah ouais, d'une certaine forme de cinéma, en fait. T'as tellement ingurgité tellement de merde, t'as tellement vu les mêmes schémas rabâchés que dès qu'il y a un truc qui sort de ton esprit étriqué, bah ça te perturbe. Ah, tu veux le faire comme ça, 2018, ok. Ok. Non, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Rooney Mara est absolument magnifique dans le film. J'en suis tombé sous le charme, amoureux, alors qu'avant... Je préfère Kate. Physiquement parlant. Casey Affleck, I wanna die on something. Je l'adore depuis toujours, c'est un de mes acteurs préférés. C'est vrai? C'est dommage qu'on le... Ouais, je l'adore. Ah ouais, j'ai toujours détesté sa voix. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui aurait dû faire Indiana Jones et Han Solo dans les Star Wars. Mais après, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans Ghost Story, c'est le personnage du fantôme, qui est donc une idée extrêmement conne de le représenter comme ça, mais en fait, qui est très intelligente, justement, puisqu'on arrive très bien à s'identifier à lui. Il y a un côté très animation, je trouve, dans le film, un peu ridicule, ça fait un peu film Pixar, limite. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que d'ici la fin de l'année, donc à fin de l'année, ça peut dire juin comme décembre, je revois le film. Et pas d'avance rapide. Je pense que ça ne te fera pas changer d'avis. Mais je pense pas non plus. Tony, dis un truc. Ouais, Manhunt. Bon, je vais essayer de... Ouais, ça va être chaud. Je vais vous parler donc de la mini-série Manhunt Yuna Bomber. C'est le titre intégral. Alors, le truc par lequel j'étais, moi, perso, passé totalement au travers, je trouve qu'il y a comme eu un fantôme. Très peu de communication autour. C'est grâce à un pote qui m'en a vanté les mérites que j'ai décidé de me lancer dans le truc. Et grand bien en a pris puisque j'ai quand même beaucoup aimé. Alors l'histoire de ce truc, c'est celle d'un face-à-face entre un agent du FBI et d'un terroriste dont la particularité est en fait d'envoyer des gentils petits colis à certaines personnes qui vous explosent en pleine gueule. D'où le surnom de Yuna Bomber pour ce terroriste. Alors, au fil des 8 épisodes que comporte cette mini-série, on suit en fait la traque de ce mec, en cherchant d'abord à savoir qui c'est, bon ça va arriver assez vite, et surtout en fait à le comprendre et aussi lui faire face, parce que c'est pas toujours simple d'affronter un ennemi extrêmement intelligent, qui au-delà de ses meurtres, en fait a un projet, des théories tout à fait intéressantes. En gros, il alerte l'avenir des hommes en critiquant la société industrielle qui n'a d'autre but que de nous priver de nos libertés. En fait, on est tous devenus des moutons, et ça commence à bien faire tout ça, donc il va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'on sait comment ça finit l'histoire, hein, on n'en a rien à foutre de Star Wars, et finalement, c'est le seul film qu'on va voir au cinéma à la fin de l'année. Donc on est tous des moutons. Et donc t'as vous aimé comprenez... Star Wars en plus. Tu n'oses plus le redire, ça. Donc, vous comprenez... Doucement, monsieur Seb, vous avez vu l'affaire Jérém Star ? Pas trop, j'ai un peu suivi. Alors, attention, je peux trouver des images... je peux vous broyer, moi. Donc, vous avez bien compris avec Manhunt, tout de suite, qu'on a affaire à un truc à la morale un peu ambiguë, comme Utopia, souvenez-vous quand j'en avais parlé dans un précédent podcast. Ces séries où au fond on est d'accord avec ce que pensent les méchants. Alors Manhunt joue justement avec cette ligne morale à travers le personnage principal du FBI incarné par Sam Worthington, qui lui aussi est fasciné par le discours et la personnalité du Yuna Bomber. Donc c'est lui en fait qui nous représente en tant que spectateur. Alors Worthington, qui est un acteur à la base plutôt fadasse personnellement, pas trop dans nos cœurs. Donc, pour rappel, c'est l'acteur principal de Avatar quand même. On peut pas dire qu'ici il transcende tout, hein, mais il fait correctement le boulot. Et de toute façon, c'est surtout le personnage du Yuna Bomber qui est le beau rôle de l'histoire, campé par un mec que je ne connaissais pas plus que ça, qui s'appelle Paul Bettany, un acteur de second rôle qu'on a vu en fait dans plein de films. Et puis il a joué aussi dans plein de films de merde, puisqu'il fait partie du Marvel Universe. Ouais, donc si j'ai bien compris, plein de films que Seb a bien aimé aussi.
Donc, comme je vous le disais, on a affaire à un face-to-face. Et moi, j'adore ce genre, avec deux génies chacun dans leur domaine et dans leur côté de la morale. L'un du bien et l'autre du mal, dont la frontière entre les deux n'est pas si éloignée que ça. Des types qui peuvent se comprendre et se respecter, mais dont on sait à la fin que il doit en rester qu'un. Et le genre à la hit, comme je l'appelle, ou le Federer Nadal, deux styles différents. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un face-à-face, une traque, oui, mais le personnage de Sam Worthington, c'est un agent de bureau, un agent de cerveau qui étudie surtout le style d'écriture, de langage du Unabomber, parce que le mec en fait envoie des lettres à chaque fois qu'il envoie des colis pour tuer des gens. Et c'est comme ça que se fait essentiellement l'affrontement en fait. Il va essayer de savoir qui c'est à travers son style d'écriture. Donc ne vous attendez pas à un agent avec un flingue qui court derrière lui. C'est plus bureaucratique que ça. Ce qui rapproche donc la série de Mindhunter, vous l'avez compris. Sauf que là, Manhunt, ça reste quand même avec un rythme et un tempo d'action. C'est totalement différent de Mindhunter qui avait été plus dans l'étude, dans le dialogue. Et je pense que c'est aussi ce qui explique le manque de visibilité de Manhunt. C'est son rapprochement avec Mindhunter, déjà par le titre, par le nom, ça se rapproche. Après, il y a aussi la proximité dans la diffusion. Même s'il faut savoir qu'en fait, Manhunt, à la base, ça a été diffusé sur Discovery Channel au mois d'août. Donc, dans le truc extrêmement confidentiel. Puis Netflix, en fait, a récupéré le truc et donc l'a eu au mois de décembre, si j'ai bien lu. Donc, juste après Mindhunter. Et puis, là, il n'y a pas en plus de gros noms derrière comme Fincher, pour faire parler d'elle. Après, il faut bien comprendre que les deux séries n'ont rien à voir. Elles ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Manhunt, on sent que c'est de la série télé. C'est pas une réalisation ultra travaillée et cinématographique comme Mindhunter. Il y a même un côté vieille série, j'ai trouvé. Vieille série télé. Il y a un côté très années 90. Déjà, ça se passe à cette époque-là, l'histoire. Mais même au niveau du visuel, de la réalisation, on ressent ça. Donc Manhunt, c'est pas une révolution, une claque, mais juste une mini-série TV dont l'intrigue est ultra captivante et superbement bien menée. C'est rythmé et passionnant à suivre. On a extrêmement du mal à décrocher. Pour le coup, le binge-watching d'épisodes, ça doit être extrêmement efficace. Moi, je crois que j'en regardais 2-3 à la suite. Mais je connais quelqu'un qui a regardé, je crois, 7 épisodes à la suite, ou 6 ou 7 épisodes à la suite. Donc c'est en plus typiquement le genre de truc que tu as envie de conseiller à ton voisin qui te dit qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment à voir, qu'est-ce qui pourrait me plaire. C'est accessible et tout le monde peut être plus ou moins fasciné par cette histoire. Manhunt, c'est la valeur sûre, ça ne peut que plaire. Alors après, pour ma petite fidèle et célèbre sélection de name dropping, sur Manhunt, j'ai pensé pêle-mêle donc à David Fincher, à Michael Mann, à Fight Club, au Radobgar, ils m'ont cassé mes 2 jambes, à Monster le manga, donc de solides références, vous voyez. Alors après, je vous ai pas aussi précisé tout ça, mais en fait, c'est quand même tiré d'une histoire réelle. C'est quand même important de le préciser. Le Unabomber a existé, et son manifeste aussi, puisqu'il a écrit après une théorie et un livre à partir de ce qu'il disait. Et vous pouvez même le commander sur Amazon pour la modique somme de 7,10€ si vous voulez. Alors après, si j'ai bien compris, c'est quand même bien adapté pour la fiction. Il y a des libertés avec la vérité, surtout avec le personnage de l'agent du FBI qui n'a pas une importance et une relation aussi intense que ce qu'on voit dans la mini-série. Mais en fait, on s'en fout un peu de la vérité et de la réalité historique. Alors après, que vous dire de plus là-dedans, les garçons ? Je sais pas. Vous avez l'air d'être des garçons plutôt cyniques, donc je pense que ça peut déjà vous parler. Après, je sais pas, vous avez peut-être des questions à me poser de... Mais donc c'est mini-série, c'est fini. Ouais, c'est fini. Parce que Sam Worthington, il va être un petit peu occupé par Avatar, là. Ouais. Donc s'ils font une saison 2... Tony, dis un truc. Mais le truc, c'est que ça va être un peu con, parce que ça va faire comme le premier Avatar. C'est-à-dire que les cinémas seront très mal équipés, et ça va être pourri, quoi. Enfin, ils seront prêts, mais après. Et Denis Villeneuve, je crois qu'il a aussi un projet un peu dans le même style. C'est, du coup, suite à son Blade Runner, ce serait de faire un film, mais sans spectateurs, en fait, qui n'iraient le voir dans la salle.
Ce sera peut-être Dune. Ouais, ce sera Dune. En même temps, je critique Denis Villeneuve, mais il va peut-être réussir à faire un film avec son Dune moins chiant que le film original de David Lynch. Tony, dis un truc. Bah ouais, enfin, allez, quelque chose qui ne se trouve ni dans la catégorie top, ni dans la catégorie flop. Un truc bien con, mais tellement con qu'il sait qu'il est con et qu'il en devient brillant. Alors on va parler d'un blockbuster sur la météo. Vous l'aurez tous compris, je vais parler de Geostorm avec l'ami Gérard Butler. C'est réalisé par Dean Devlin, fidèle comparse de tonton Roland Emmerich. Universal Soldier, Stargate, Independence Day et sa suite, ou encore Godzilla, c'est lui qui l'a écrit. Pas peu fier le bougre. Et du coup, premier film en tant que réal après un téléfilm et des épisodes de série. Et c'est pas de la merde, hein, il s'est pas foutu de nos gueules le mec. Pour faire simple, ado, Geostorm aurait été le genre de film que j'aurais pu regarder en boucle au point de le connaître par cœur. C'est con comme une bite, mais ça se prend grave au sérieux. Tellement que je refuse de croire qu'il n'a pas été fait dans cette optique. Je veux dire, il y a une meuf en bikini qui est prise en chasse par une tempête de glace. Et puis, merde, il y a un gamin sur le point de mourir et il s'en fout de tout et tout le monde, tout ce qu'il veut, c'est son chien. Ce film a du cœur. Tony, dis un truc. Exactement, mais je suis sérieux en plus, hein. Les personnages sont sympas, il y a de bonnes relations entre eux, il y a des traîtres à la con, type les dernières saisons de 24 heures chrono, et est-ce que j'ai mentionné que le grand méchant du film est une station météo? Putain, mais c'est un chef-d'œuvre ce film. Donc voilà, si vous avez 1h45 de votre vie à perdre, allez-y, c'est mieux que tout ce que Devlin a pu écrire pour Emmerich par le passé. Un blockbuster sur la météo, fallait l'oser, ils l'ont fait, ce sont des génies. Combien d'Alain Gilopétré sur 10? 12. D'accord. Quand même. Non mais honnêtement je le recommande uniquement à ceux qui sont très déviants comme moi, hein. Ça va faire marrer, mais genre avec vos potes quoi, hein. Pensez pas que c'est un bon film. Oula. On a perdu Tony. Ouais. Merde. Du coup il enregistre plus, je sais pas, attends, on va essayer de le rappeler. Attends, il m'envoie un message. Je me dis, on l'a pas entendu, c'est bizarre. J'ai pas coupé, moi. Moi non plus, hein, je coupe pas, on garde tout ça, hein. J'ai une coupure de courant, il me dit. Putain. Ah merde. Bon du coup on finit sans lui. On n'a pas le choix. Ah merde, du coup il a pas enregistré l'émission. Ah ouais. Ah merde. Bon, on fait quoi du coup nous? Bon on a perdu Tony, il reviendra pas. Voilà, on fait... Nous sommes sans présentateur. Voilà, exactement. Donc, j'avais prévu quitte à faire un bilan, je me suis dit que comme l'émission fêtait ses 1 an, il fallait aussi en faire un pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. C'est fou ce que le temps passe vite. C'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Bref, le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Alors on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Pour ce faire, on a interrogé un panel tant professionnel que public. Résultat édifiant, je dois dire. Je commence par moi, hein, comme ça c'est fait. Bon, j'ai obtenu la note de 6 sur 6. Avec comme commentaire, on pourrait lui demander de faire mieux, mais comment surpasser la perfection? J'avoue être pas mal ému, hein, je découvre en même temps que vous. Voilà, merci. Tony, qui n'est pas là, a droit à un 3 sur 6. 1 point par 10 films vus de la décennie, ce qui est pas mal donc. Il y a une note en bas de page qui précise qu'il aurait pu atteindre les 4 sur 6 si Power Rangers et My Little Pony n'étaient pas 2 films vus en salle. Dommage. Pour toi Bastien, c'est un peu compliqué. D'après les professionnels, ton score est un poil en dessous de 2 sur 6. Mais à cause ou grâce, c'est selon une campagne acharnée par Eric Z et Catherine D, il est monté à 5,5 sur 6. Donc bravo. Ah, la note merci. La note globale de l'émission est de 12, comme notre nombre d'auditeurs. Bravo. Voilà. Du coup, on espère que tout va bien du côté de Tony, qu'il n'est pas décédé. Et on se donne rendez-vous. Surtout, on espère qu'il n'est pas parti avec la famille Turpin. Oui. Parce que... on les embrasse. D'ailleurs, je pense que tu peux les citer chacun d'entre eux. Oui, bien sûr. Je vais vers ça par antenne. On peut demander aussi à nos auditeurs de nous envoyer des conseils, des astuces, des liens tutos pour si vous avez des idées pour laver le sol à la toile sans laisser de traces derrière. Exactement, merci. très bien. Merci de nous laisser des commentaires sous la vidéo, ça nous sera très utile pour la suite. On peut rappeler les comptes Twitter peut-être de vous deux. @Bug le podcast, ouais. @Alphonse Dadet et @GrumpySeb. Ok, et moi vous pouvez me retrouver sur l'internet sous le nom de Richard Allan
Tapez mon nom sur internet et vous verrez un petit peu ma carrière. Ah oui, j'ai roulé ma bosse. Voilà, je pense qu'on va pouvoir saluer notre public en espérant que Alphonse soit de retour pour la prochaine émission. Ouais. Salut à tous. Salut.